Moi, j'invite les concitoyens à participer. Je suis né à Villers-Bel le 31 décembre 1990 et ma vie aurait pu être tout autre. J'aurais pu prendre un autre chemin. Avant d'être député, j'étais enseignant en économie, en droit et en gestion à Paris. Et avant d'être enseignant, j'ai fait pas mal de choses sur la commune. Mais participer à l'enjeu démocratique est une très belle chose. Les personnes qui vont vous en dissuader sont contre vous. Parce que vous êtes sur Villers-Bel, Arnaudville, Gonesse, Garches, peu importe, sur le sol français. Vous payez des impôts. Et même ceux qui sont non imposables payent des impôts. Chaque jour, quand vous consommez, vous achetez un produit au magasin, il y a une TVA sur ce que vous consommez. Cette TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée qui est contributif de la redistribution des richesses du pays. Et à ce moment-là, vous cotisez, participez à l'enjeu démocratique. Je parlais du Seine-Bourgonès parce que cette gare, nous la partageons avec différentes communes. Je suis le député de la 8e circonscription du Val d'Oise, des villes de Garches, Sarcelles, Arnaudville, Bonneuil et Villiers-le-Bel. À Villiers-le-Bel, vous avez eu un magnifique propos de Jean Thomas qui nous a parlé également des Outre-mer, parce que la France, ce n'est pas que l'Hexagone. Et quand il y a une inaction de l'État, un désagrément, il faut en parler. Quand il y a une injustice, peu importe le territoire, quand nous sommes sur le sol français, la France n'est pas que l'Hexagone. Il faut pouvoir en parler. J'aimerais qu'on applaudisse Jean Thomas qui nous vient de Guyane. Il est arrivé dans l'Hexagone et qui mène un combat en se rappelant de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et toutes ces contrées où des Français et des concitoyens souffrent. Vous avez eu un très bon propos de Rally Tougag également. Il vous a parlé de biodiversité et d'écologie. J'en parlerai ensuite dans mon discours. Mais certains ont pu s'en rendre compte il y a 10 jours ou 15 jours ou même chaque année. La canicule et les passoires thermiques. Il fait de plus en plus chaud dans vos maisons, dans vos appartements. Le dérèglement climatique, c'est les actions de l'être humain qui génèrent toutes ces causes. Et parfois, il faut faire des actions pour diminuer le dérèglement climatique. Alors, Rally Tougag porte un combat fort et je le salue. Vous avez eu ensuite un magnifique discours et je vous invite encore à l'applaudir. Quand une femme rentre en politique, c'est un moment important parce que chaque personne va venir vous dire mais elle n'a pas les capacités, mais elle ne peut pas, mais ceci, mais cela. On a une facilité à critiquer les femmes quand elles veulent s'engager et dire des choses qu'on ne dirait pas des hommes. Ah, elle n'est pas assez ceci, ah, elle n'est pas assez grande, ah, elle n'est pas assez grosse, ah, elle est trop grosse, ah, elle est ceci, j'aime pas ses chaussures. Mais quand on parle juste de programme politique, c'est ça le vrai sujet. Parlons du fond. Alors, j'aimerais qu'on salue encore une fois Nezahat Bilem pour son engagement, pour le temps que ça prend également. Ça prend du temps la politique. Bravo. C'est politique, c'est croire en quelque chose pour l'intérêt général. C'est pas pour soi. Moi, si je fais de la politique pour moi, je reste chez moi. Je reste à l'Assemblée nationale, je termine, rue de l'Université, 7e arrondissement, c'est plaisant. Il y a des belles terrasses, etc. Mais on veut revenir ici, on est sur le terrain. On veut améliorer les choses, améliorer notre quotidien. On veut améliorer notre gare, là où nous sommes, ici. Vous savez, dans cette gare, là, il y a beaucoup de femmes en face de moi. C'est une gare où il y a beaucoup d'hommes mais très peu de femmes. Les femmes juste traversent, ne s'arrêtent pas à la gare. Et parfois même, elles évitent la gare. J'en discutais avec une amie il y a quelques jours qui m'expliquait, écoutez, elle a fait une rupture conventionnelle parce qu'elle travaillait dans le 16e arrondissement, sauf que si je ne confonds pas, ou dans le 92. En tout cas, elle prenait le RER A pour y aller au travail. Elle m'a dit, je ne peux pas prendre le RER A. Dès que je prends la D, je me sens déjà agressé. Même la manière dont nous avons urbanisé les villes,
ça n'a pas été urbanisé en cohérence du fait qu'il y a différents genres. On peut créer des rues, créer des avenues, créer des chemins, des passages, avoir un souterrain, vous le connaissez, le souterrain pour aller à Arnouville quand nous sommes à la gare, il n'est pas fréquentable. Et beaucoup de gens soit vont dévier ou prendre la voiture pour aller au travail. Du coup, cette jeune fille, diplômée d'un master, m'a dit je mettais 2 heures pour aller au travail, et malgré mon master, j'ai fait une rupture conventionnelle, je ne peux pas travailler sur Paris ou dans 92. Je dois trouver un poste en adéquation à côté de chez moi pour y aller en voiture. Et ça, c'est regrettable. Nous devons changer les choses. Nous avons pris l'espace public, encore une fois, il y a beaucoup de femmes en face de moi, je le répète, parce que dans nos cafés et nos terrasses, il y a très peu de femmes qui s'y arrêtent. Et ça, c'est une défaite collective. Et nous devons changer les choses. Parce que sur notre territoire et dans le monde, il y a davantage de femmes que d'hommes. Leurs paroles comptent. Et il faut absolument que l'ensemble des politiques publiques soient en adéquation avec le besoin des femmes. Et dès lors où le besoin des femmes est comblé, souvent, vous savez, les femmes, quand elles sont dans un foyer, c'est elles qui pensent à tout. Elles pensent à l'intérêt des hommes, des enfants, du mari, du papa, du grand-père, de la maman, de la grand-mère. Dès lors où l'intérêt des femmes est comblé, je pense que l'intérêt de la commune, de la ville, du département, de la région et du pays est comblé. Car je vous invite à applaudir les femmes. Chaleureusement, messieurs, Jean-Marie, applaudissez chaleureusement les femmes quand même. Moi aussi d'ailleurs. Voilà. Cela étant dit. Et ensuite, là, même si mon discours est long, je ne l'ai pas encore lu, il y a un pot après, il y a des glaces, la boisson, tout ce que vous voulez. Tout est disponible, tout est déjà réglé, il y aura un bel orchestre. Du coup, souffrez de m'écouter un petit peu. Le 14 juillet, ce n'est pas simplement un jour férié. Ce n'est pas qu'un jour du feu d'artifice, et je vous invite à y participer à Villebel ce soir. C'est un moment de mémoire. Il a été rappelé par les différents orateurs et oratrices qui m'ont précédé. C'est un moment de vérité, un moment de lutte. C'est le jour où le peuple français, accablé par l'injustice, le mépris, la misère, a décidé de se lever. Dire non. Dire c'en est assez. Dire nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous sommes la souveraineté. Au printemps 1789, la monarchie absolue étouffait le peuple, étouffait la voix du peuple. Les prisons se remplissaient de celles et ceux qui osaient parler. La dette publique dépassait 80% de la richesse du royaume. Le prix du blé à Pontoise, par exemple, avait triplé. Le peuple avait faim, le peuple avait soif, le peuple n'en pouvait plus. Et pourtant, dans ce contexte d'oppression, c'est lui, le peuple, qui a fait l'histoire. C'est lui qui a pris la Bastille. C'est lui qui a ouvert la voie à la République. Et c'est de cette révolution que nous sommes les héritières et les héritiers. Cet héritage, ce n'est pas seulement une date dans les manuels scolaires, c'est une boussole, une promesse, une exigence. La Révolution française nous a légué un socle de principes universels, incarné dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle proclame la dignité humaine, la souveraineté populaire, l'égalité entre les concitoyens, et c'est ce qui donne à la France, encore aujourd'hui, la légitimité de se tenir aux côtés des opprimés, de dénoncer les injustices, de défendre les droits humains partout dans le monde. Mais que reste-t-il de cet héritage quand la France, dans sa diplomatie, choisit le silence au lieu de la parole, la passivité au lieu de l'action, la complaisance au lieu de la fermeté?
Que reste-t-il de cet humanisme quand Emmanuel Macron refuse de nommer un génocide, alors même que les rapports de l'ONU, les rapports des Nations Unies, en mars 2024, affirment qu'Israël commet plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza? Que reste-t-il de notre pays quand le président de la République laisse Benjamin Netanyahou survoler notre territoire alors qu'il est inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité? Ce n'est pas rien. L'ONU est notre seule boussole, c'est le droit international. C'est une honte, une trahison de notre histoire, une insulte à notre héritage. Et nous ne l'acceptons pas. Nous nous réclamons de cet humanisme révolutionnaire. Nous serons toujours aux côtés des peuples opprimés, que ce soit à Gaza, au Soudan, au Congo ou ailleurs. Vous connaissez mes combats. Parce que la France ne peut pas être grande si elle est injuste et si elle n'est pas juste. La République ne peut pas être forte si elle n'est pas fidèle à son héritage. Un héritage universaliste. Là où, quand on vous regarde, on regarde uniquement des êtres humains, sans avoir une référence à votre nom, prénom, origine, réelle ou supposée, ou votre religion. Cet engagement, c'est celui que nous portons. Quand le Rassemblement national crache sur l'immigration, quand Bruno Retailleau crie à bas le voile, quand ils veulent faire croire que l'étranger est un danger, nous affirmons que l'immigration est une richesse. Je vous invite à applaudir l'immigration qui est le fruit de notre présence ici. Que la diversité est forte, que nos quartiers sont des lieux de vie, de culture, de solidarité. Nous le disons à celles et ceux qui rêvent encore de domination coloniale. Le temps de l'arrogance est terminé. Quand on parle ou on s'adresse à l'Algérie, au Maroc et aux pays du Sahel, à tous les peuples souverains, on le fait avec respect, d'égal à égal. Le monde a changé, la France doit changer également avec lui. Que ce soit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou sur le terrain, les prophètes du grand remplacement et les nostalgiques du colonialisme, nous trouverons toujours face à eux, debout, déterminés, prêts à les stopper dans leur racisme. Et au nom de quelque chose qui n'est surtout pas raciste, là je parle de la planète et de la biodiversité. Nous portons un combat écologique. Nous aurons pu être aussi aujourd'hui sous la canicule, nous avons quelques arbres qui nous auraient mis à l'abri. L'écologie, ce n'est pas une théorie pour les bobos qui est loin de nous. Elle nous concerne. L'écologie, c'est aussi les soucis du quotidien. Et là, à la seconde où je vous parle, il y a un avion qui passe au-dessus de nous. Nous sommes sous couloir aérien. Nous sommes habitués, vos enfants sont habitués à entendre les avions. Mais chaque passage d'avion, il y a des particules. Il y a des études de santé, Public France, qui dit que les Français qui vivent sous couloir aérien ont moins de 5 ans de vie que les autres Français. Il faut le prendre en considération. Ce n'est pas rien d'habiter à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, avec le nombre d'avions que nous avons au-dessus de nous. Nous mourrons plutôt que les autres. C'est une injustice écologique. À l'époque, nous nous sommes opposés fortement au projet Europa City, un méga complexe commercial, de loisirs, prévu sur les terres agricoles. Et je sais que plein de gens étaient pour. Mais Europa City, ça va créer de l'emploi, etc., etc. Quand on détruit des espaces verts pour faire des centres commerciaux remplis de bitume, et quand le soleil tape sur le bitume, la chaleur remonte. La chaleur remonte, ça remonte dans les nuages, et ça crée au moment des précipitations de grosses averses. Ne soyez pas surpris de voir des averses, de voir que d'un coup les égouts sont surpassés et que l'eau stagne partout. C'est les dérèglements climatiques causés par l'homme.
Ne voyez pas que l'intérêt pécunier. Quand Europa City, avec le groupe Auchan, voulait s'installer, ils ne voyaient uniquement leurs intérêts. Et les commerces de proximité, ce qu'on a à la gare. Quand un centre commercial arrive, il va être à quelques kilomètres des grands ensembles et il va venir absorber et tuer les commerces de proximité. Et aujourd'hui, le monde a changé. Les manières de consommer ont changé. Nous étions contre avec Khalid Zougag et il y avait Paris-Nord, Aéroville, on dit bon, un troisième, bof. Moi, je me posais la question, pourquoi pas mettre une grande école, une université? Pourquoi pas mettre Sciences Po à côté de Gonesse ou Arnaudville? Pour donner des perspectives à nos jeunes. C'est ça, investir dans la jeunesse, dans l'éducation. Parce que pour eux, et quand je dis eux, à Boulogne-Billancourt, ils ne voudront pas d'un Europa City à Boulogne-Billancourt ou à Neuilly-sur-Seine. Non, non, non. Ils vont être proches des grands ensembles avec des écoles, toute commodité et des bonnes écoles pour leurs enfants ou des écoles privées. Et je vous ai dit, le monde a changé, les manières de consommer ont changé. Europa City devait sortir en 2030-2028. On a MyPlace ici, et Auchan qui va fermer peut-être, parce que les actionnaires n'arrivent plus à se remettre autant de dividendes. Les actionnaires, dès lors où ils ont ce qu'ils représentent pour vous, sur votre fiche de paye, quand vous avez 100 € en moins, ou 50 € en moins, ou de par l'inflation, vous gagnez moins, parce que quand tout augmente dans le pays, ben, le salaire stagne, du coup, il y a un moins perçu. Les actionnaires, eux, dès qu'il y a 100 € pour vous, sur votre compte en banque, eux, ça les engage à se désengager. Ça les engage à dire, bon, nous, on arrête tout parce qu'on ne gagne plus assez de bénéfices à Auchan MyPlace, à Sarcelles. Ça veut dire qu'il y avait avant un espace vert, on pouvait peut-être y rester, et aussi les espaces verts, ça absorbe la chaleur. Et même quand il pleut, quand il y a des grosses averses, quand il y a un espace vert aussi, ça absorbe l'eau. Et bien aujourd'hui, si Auchan quitte Sarcelles, peut-être ça va créer aussi un effet boomerang où l'ensemble des commerces qui sont à l'intérieur du centre commercial vont fermer. Et à ce moment-là, moi je dis, mais ce qu'il y avait avant, l'espace vert qui existait, qui a été détruit par Auchan, ils ont fait leurs intérêts, et ensuite ils disent, bon, maintenant on n'arrive plus à faire autant d'argent qu'on voulait faire, pourtant les chiffres sont bons, hein. On arrête ici. Parce qu'en fait, c'est des suppressions nationales. Ils suppriment environ 2400 emplois dans l'ensemble du territoire français. Et 240 concernent Sarcelles. Moi, j'ai perdu ma mère du cancer du sein. Sachez que le cancer se cache dans les assiettes, dans les aliments que vous mangez. Moins vous mangez sainement, plus vous êtes sujet à des maladies. Et ça, il faut le prendre en compte. Et quand l'agro-business, l'agro-industrie prend le dessus sur la santé, là, on n'y est pas. Et c'est le même schéma que le centre commercial, Europa City, c'est les intérêts économiques qui prévalent sur la santé des concitoyens. Ces mêmes personnes, pourtant, ils sont choyés par le gouvernement. Parce qu'à chaque fois, on va dire que... Et beaucoup de gens ici, parfois, répètent ce truc-là. La France, c'est un pays d'assistés, etc. Les gens ont le RSA, ils vivent, surtout en banlieue, etc. Ils profitent du système. Je vais vous donner, moi, les vrais profiteurs du système. Parce que celui qui profite du système et qui va être milliardaire va avoir ses canaux de diffusion des arguments. Du coup, sur les chaînes de télé, BFM TV, CNews, etc., LCI, ils vont dire, ben, aujourd'hui, pendant une semaine, vous tapez sur les chômeurs, ceux qui sont RSA, etc. Et on va épargner les grosses fortunes. La première dépense de l'État, en 2023, c'est 211 milliards qui ont été versés aux grandes entreprises. Vous allez me dire, ah non, mais ça crée de l'emploi, etc., etc. Ah non, le pays se porte mal. Parfois, on va dire, oui, vous êtes des bolcheviks, communistes, islamo-gauchistes,
vous voulez tout nationaliser, mais juste une chose, est-ce que le pays va bien si le système capitaliste permettait de nous sauver et nous apporterait aussi accessoirement la paix dans le monde? Moi j'aurais signé, je suis capitaliste si ça crée la paix. Mais si celui qui vend les armes alimente les guerres, celui qui est capitaliste alimente les commerces pour tuer les commerces de proximité, celui qui est capitaliste met le cancer dans nos assiettes pour donner des maladies à nos concitoyens, moi, je refuse d'être capitaliste. Je veux faire de la politique en passant par les besoins des gens. Ça, c'est important. Encore une fois, la première dépense de l'État. 211 milliards d'euros. On ne s'en rend pas compte, on dit bon, et vraiment, parfois j'ai ces patrons du CAC 40 en face de moi et je leur pose la question, mais pourquoi être si vous assisté? Pourquoi? Pourquoi, avec l'argent que vous avez engrangé, vous ne voulez pas investir vous-même sur vos machines pour renouveler votre parc? Ah non, ils vont dire, on attend les subventions de l'État, parce que d'autres concurrents dans d'autres pays européens le font. Du coup, on veut profiter des cadeaux donnés par Emmanuel Macron. Et vraiment, la première dépense de l'État, quand il n'y a pas d'enseignants dans vos écoles, quand vous restez des heures dans les hôpitaux publics à Gonesse, vous n'êtes pas reçus aux urgences, repensez à ce chiffre-là. 211 milliards d'euros. Pas pour l'hôpital, pas pour les écoles. Ce n'est pas rien. On veut se faire soigner dignement. On ne veut pas rester des heures sur un brancard. Ce n'est pas normal d'avoir un si bel hôpital, si grand, et pas de médecin. Pas de médecin. Mais, dans tout ça, c'est toujours les mêmes qui bénéficient. Total Energy, LVMH, Sanofi. Et juste, je m'arrête sur Sanofi où c'est un groupe qui a bénéficié de nombreuses subventions et aujourd'hui, ils vendent leurs locaux à Gentilly, incapables de faire un vaccin pendant la période du Covid et malgré qu'ils aient eu des subventions destinées à cela. Et je sais qu'ici, beaucoup de gens ont perdu des proches pendant cette période difficile. On demande aux mêmes de faire des efforts. 40 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Mais de qui se moque-t-on? Macron, sa politique de cadeaux plus riches, il la continue. Hier, il annonce qu'il va doubler le budget de l'armée, qui manque de personnel pour l'armée. Ces personnes devraient envoyer éventuellement leurs enfants à l'armée. Ce n'est pas le cas. Tout est fait pour maintenir les classes populaires dans la difficulté, quand les plus aisés, eux, dans un cercle fermé, profitent du peuple. La liste est longue de l'ensemble des personnes qui nous ont dirigés, qui nous ont menés dans les décombres. Je vais évoquer ici l'ancien Premier ministre, M. de Villepin, qui a gouverné par ordonnance, qui avait lancé à l'époque le contrat première embauche, le CPE, qui permettait de licencier un jeune sans motif pendant 2 ans. Une attaque directe contre la jeunesse. Une mesure brutale qui avait été rejetée par le peuple avec de grosses manifestations. À l'époque, c'était les premières manifestations où les enseignants nous emmenaient à Paris pour dire non à cette mesure. Deuxième cadeau que M. Villepin a fait, c'est les autoroutes que vous allez emprunter peut-être pour les vacances. Avant, elles étaient nationalisées, il les a privatisées, et aujourd'hui, nous payons des péages à chaque passage d'autoroute, et parfois, les tarifs, pas tout le temps, les tarifs augmentent. Et quand vous passerez pendant vos vacances sur les péages, pensez à M. de Villepin. C'est une succession de dirigeants qui ont une feuille de route claire. Taper sur les plus fragiles. Et j'étais sur BFM TV la semaine dernière, on avait un débat très édifiant. C'était faire 2 milliards d'économies, 2 milliards, en arrêtant la niche fiscale pour les dons aux structures associatives. Vous savez, quand vous faites un don aux associations,
à hauteur de 66%, vous avez une déduction sur vos impôts. Et Bercy, le gouvernement, n'a rien trouvé de plus judicieux que d'éventuellement supprimer cette niche. Alors que les structures associatives, elles font, pas souvent, mais tout le temps, ce que doit faire l'État. Et quand il y a des Français qui sont généreux avec les structures associatives, pour 2 milliards, l'État pose les yeux là-dessus. Vous allez me dire, mais ce bilongo, 2 milliards, c'est quand même bien à récupérer. Les structures associatives qui font de l'aide alimentaire pour les étudiants devant les universités. Les structures associatives qui vont s'organiser d'ici le mois d'août pour faire des distributions de matériel scolaire à la rentrée, à Sarcelles, à Villebel, à Arnaudville, qui sont toujours au plus près des concitoyens. Quand on refuse de taxer les 1800 foyers qui ont un patrimoine qui dépasse 100 millions d'euros, taxés à hauteur de 2%. Et encore, je veux entendre les gens qui vont dire oui, mais c'est leur argent, Carlos, t'abuses, ils ont réussi, etc., etc. Bon, 1800 familles sur l'ensemble des foyers français, c'est quand même non négligeable. C'est plus intéressant. Je préfère taxer ceux qui ont des moyens sur une période que de taxer la majorité des concitoyens qui vivent déjà avec de grosses difficultés. Il y a 10 millions de pauvres en France. C'est 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Il faut le prendre en considération. En 2007, quand il y a eu la crise des subprimes, certains n'étaient pas nés ici, il y avait une grosse crise en 2007, l'ensemble des Français voulaient aller retirer leur argent à la banque à cause de l'épargne. C'était une crise nationale et internationale. L'État est venu au chevet du privé. L'État est venu au chevet du privé en disant, bon, on va vous aider, calmez-vous. Et quand l'État l'a fait, les Français ne sont pas rués vers les banques pour aller retirer leur argent, quand dans d'autres pays, certains l'ont fait.